Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Renaud Père, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes le vice-président de la métropole au logement pour une semaine décisive sur la question du logement, puisque Lyon accueille le congrès des HLM toute cette semaine avec le ministre du Logement. Quels vont être les enjeux pour la métropole? Est-ce que la crise qui s'annonce dans l'immobilier ne va pas être dans toutes les têtes? Ah si, certainement. Il y a une crise. Je crois qu'il faut le dire. Cette crise, on en mesurait déjà des signes avant-coureurs, mais elle est là. Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement dans une zone tendue comme toute la métropole de Lyon? Des propriétaires fonciers qui ne cessent de vendre de plus en plus cher. Des promoteurs ou des acteurs de l'immobilier qui ont acheté un terrain cher et qui sont face à des coûts de construction qui flambent, notamment en lien avec la spéculation. Et arrêtons de dire que la cause est la guerre en Ukraine. C'est la spéculation internationale qui a œuvré notamment à l'augmentation des coûts de construction, des matières premières notamment. Et puis, des promoteurs qui se rendent compte qu'on ne peut plus aujourd'hui dans cette métropole, et c'était notre discussion au début du mandat, on ne peut plus vendre au-delà d'un certain prix. Il y a un plafond dans notre métropole. Donc, des biens qui ne se vendent plus. On n'est pas une ville-monde où les prix sont limités. Non, on n'est plus dans une... Contrairement à ce qu'on nous a dit pendant très longtemps, ne vous inquiétez pas, c'est très bien si les prix montent, c'est le symbole de notre attractivité. Oui, notre métropole est attractive, et c'est bien, mais il y a des prix plafonds. On ne peut pas faire n'importe quoi dans cette métropole, et on le constate aujourd'hui à Villeurbanne, lorsque des appartements sont à plus de 7 000 € le mètre carré, ils ne partent pas. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il risque de se passer la chose suivante, c'est qu'il n'y ait plus de construction dans cette métropole. Et c'est absolument désespérant, avant tout pour les habitants et les habitantes de cette métropole qui cherchent des logements. C'est désespérant pour le logement social, et vous savez que c'est notre objectif premier, construire 5000 logements locatifs sociaux à la fin du mandat. Ça Vous reste êtes très loin du compte pour l'instant. On est éloigné du compte, évidemment. Je n'ai pas encore les chiffres de l'année 2022. J'espère, et je regarde vraiment semaine après semaine, qu'ils seront meilleurs que l'année 2021, mais nous ne sommes pas encore dans la trajectoire que nous appelons de nos voeux et que nous avons tracée. Donc nous sommes loin, nous avons un objectif en termes de logements sociaux. Donc qu'est-ce qui se passe dans cette chaîne du logement? Ce sont encore bien souvent les classes populaires, les classes moyennes qui n'y arrivent plus à se loger. Donc il faut agir. C'est bien pour ça que cette semaine du congrès HLM est très importante, parce qu'on va parler avec le ministre. On va échanger. Qu'est-ce que vous allez lui demander justement alors? Mais il me semble qu'on aura beau prendre les choses dans tous les sens, que l'élément central, c'est le point de départ du cycle, c'est-à-dire le prix du foncier. Cette idée selon laquelle un propriétaire foncier voit son voisin qui a vendu à tel prix et se dit « Oh là, moi je peux en espérer plus ». Ou, disons les choses, lorsque des promoteurs sont en concurrence et vont aller surenchérir sur un prix du foncier, cela nous mène dans le mur. Donc oui, il faut expérimenter. Et la métropole de Lyon lèvera la main pour expérimenter sur un encadrement des prix du foncier, sur l'idée suivante, c'est qu'on ne peut pas dépasser certains prix dans les zones les plus tendues de notre métropole. C'est une remise en cause du droit de la propriété? Alors ça pourrait être interprété comme cela, c'est une vraie discussion. C'est une vraie discussion. Nous, ce que nous demandons, c'est de travailler avec le gouvernement. En fait, c'est une main tendue, j'allais dire, c'est plutôt un appel, en disant, on a beau faire tout ce qu'on peut du côté de la métropole, et on le fait. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir à surélever sur notamment les logements sociaux pour en produire plus. On réfléchit, on lance d'abord des chantiers qui étaient restés en jachère, je pense à la Solé, à Oulin, et il y aura des nouveaux quartiers qui vont sortir de terre en 2023 dans un nouvel esprit, mais nous allons débloquer certains dossiers qui étaient jusqu'alors bloqués. Et puis on imagine d'autres solutions. Mais une collectivité comme la nôtre se bat, mais elle a besoin de l'État. Dans les autres solutions que vous évoquez, vous avez annoncé à cette rentrée dans différents médias que vous souhaitiez que les logements sociaux puissent construire de nouveaux étages? C'est ça. J'ai demandé à tous les bailleurs sociaux de notre métropole de revenir vers nous avec 3 projets de surélévation. C'est pas là qu'on va produire des centaines ou des milliers de logements, il faut rester raisonnable. Mais néanmoins, il faut explorer toutes les pistes. Toutes les pistes. De la même manière, cet été, les propriétaires d'appartements vacants ont reçu un courrier en leur disant « Nous sommes prêts. D'abord, nous savons que votre bien est vacant.
Et nous sommes prêts à vous accompagner, d'abord en vous aidant à faire des travaux pour remettre votre logement dans un bon état, et ensuite nous conventionnons pour faire du logement social. C'est à cela que nous travaillons. Nous identifions les logements vacants, nous travaillons à la surélévation, et puis nous explorons toutes les pistes possibles, tout en débloquant, je le redis, des dossiers qui étaient bloqués. C'est vrai du quartier de la Solée à Oulin, mais vous remarquerez aussi la méthode qui est la nôtre, contrairement à nos prédécesseurs. Le métro arrive l'année prochaine à Saint-Genis-Laval, à Hôpitaux Sud, eh bien nous avons d'ores et déjà engagé la transformation du quartier avec un quartier qui aura 60% de logements abordables, 30% de logements locatifs sociaux, 30% de logements en bail réel solidaire. Hein. C'est cette propriété sous conditions de ressources qui est 2 fois moins chère, qui permettra d'ailleurs de loger notamment les soignants de Hôpitaux Sud. Vous parlez de vos prédécesseurs. Vous avez annoncé une politique qui était une politique phare, visible de Gérard Collomb, ces grandes destructions des grandes barres pour construire des ensembles plus modestes, plus adaptés à la copropriété. Vous ne souhaitez plus détruire, vous préférez réhabiliter ces tours. Je ne le dirais pas comme ça. Je dirais qu'il n'y a pas de dogme, mais que la première piste que nous explorons, avant de dire il faut démolir, c'est de voir si on peut réhabiliter. En fait, il faut bien comprendre qu'on est plus de 20 ans après le début du renouvellement urbain. Vous vous souvenez, hein, c'était les grands plans de Borloo notamment, et qui ont donné naissance à une transformation d'un certain nombre de nos quartiers. Mais ces grands plans reposaient sur de la démolition quasiment systématique, et une démolition qui était favorisée par l'Agence nationale du renouvellement urbain, l'ANRU. Eh bien nous, en assistant aux réunions de relogement. Moi, je fais les réunions de relogement. Je vais voir dans les quartiers, à Saint-Fond, à Givors, je vais évidemment à Vaux-en-Velin, à Villeurbanne, à Vénissieux. Lorsque vous faites une réunion de relogement, vous êtes amené à dire à des familles, eh bien non, dans 2 ans, vous ne serez plus ici, parce que votre bar va être démoli. Et c'est bien souvent le désarroi et véritablement une panique qui atteint ces familles. Donc, ce que nous voulons explorer, pour des raisons sociales, celles que je viens d'évoquer, pour des raisons économiques, comment imaginer qu'un bâtiment ne dure que 30, 40 ans dans sa vie, et donc elle n'a une vie que courte. Et par ailleurs, pour des raisons évidemment écologiques, il faut pouvoir envisager des réhabilitations d'envergure. Et je précise d'envergure. C'est-à-dire qu'il faut d'abord améliorer le confort des habitants et habitantes de ces quartiers, des quartiers populaires et de ces immeubles. Et puis, ça peut vouloir dire construire des terrasses comme les architectes Lacaton-Vassal ont pu le faire en modèle. Ça veut dire qu'on peut étendre la surface habitable d'une certaine manière. Et par ailleurs, il ne faut pas se contenter de ça. Bien sûr que pour transformer des quartiers, il faut que ces quartiers aient une vocation populaire et qu'ils la conservent. C'est bien ça quand même aussi le débat en arrière-plan, mais qu'il faut aussi que d'autres viennent. Et nous sommes en train de travailler, et je crois que nous l'annoncerons très prochainement, dans les quelques jours qui viennent, sur ce type de projet, notamment à Bron-Paris, où nous voulons transformer le quartier qui est en bordure notamment du parc de Paris. Donc là, il ne sera pas détruit, mais plutôt réhabilité. J'attends les derniers arbitrages, mais c'est exactement le projet vers lequel nous avançons. Nous avons reçu Bruno Bernard il y a un peu plus d'une semaine ici. On a parlé des prix du foncier, et lui envisage une forme de taxation pour taxer les plus-values qui sont réalisées sur le foncier lorsqu'il est lié à un aménagement public comme la construction d'un tramway. C'est quelque chose que vous travaillez réellement ? Il a raison, puisque le point de départ, c'est de se dire, lorsque la collectivité, lorsque les pouvoirs publics amènent un tramway, amènent une nouvelle école, amènent un métro, amènent d'autres réalisations qui sont importantes, finalement, le terrain prend de la valeur. Et il y a finalement, nous nous trouvons dans un cercle qui peut faire preuve d'une certaine perversité, puisque finalement, le prix va augmenter alors même qu'il y a eu un engagement public et qu'on ne veut pas que ce prix augmente. Il y a des dispositifs qui existent, et le Conseil de la métropole de ce début de semaine va délibérer notamment sur des principes clairs. C'est notamment la taxe d'aménagement majorée
qui sera appliqué dans le quartier de Gerland, dans une partie de Villeurbanne, et ainsi qu'à la Petite Guille dans le 8e arrondissement. C'est exactement ce principe. Puis il y a d'autres principes dans notre urbanisme qui permettent de le faire. Nous explorons cela à Bron, dans d'autres quartiers. Nous l'avons déjà fait au Girondin, dans le 7e arrondissement. Donc concrètement, il s'agit de demander aux promoteurs un équipement public. Bien sûr, il s'agit de demander aux promoteurs, du fait même que leur produit prend de la valeur, de participer à l'effort collectif. Et vous pouvez demander une réforme, une expérimentation au ministre du Logement cette semaine ? Les outils existent déjà. Donc nous le travaillons très clairement et c'est exactement là pour le coup. C'est dans les compétences de la collectivité et nous allons délibérer dans ce conseil de début de semaine sur la taxe d'aménagement majorée qui va dans ce sens. Un mot sur le bail réel solidaire. On sait que vous allez donner des objectifs de 1000 logements par an à la fin du mandat. Mais on a appris que vous vouliez en faire aussi à Saint-Jean, à Villeurbanne, à la Duchère, dans le 9e. Pas forcément les quartiers où on a le plus de besoins en la matière. Ça permet d'atteindre vos objectifs ? Vous voyez, dans notre débat, dire qu'il faut réguler le foncier, c'est partir du principe que le foncier est un bien commun. Qu'on a bien du mal en France à le considérer comme tel. Mais si on ne le considère pas comme tel, alors il y aura toujours de la spéculation. Eh bien, dans le bail réel solidaire, où le foncier reste propriété collective, en tout cas propriété des pouvoirs publics, à travers la foncière solidaire du Grand Lyon, par exemple, nous sommes dans cette philosophie. Et par ailleurs, nous mettons en sécurité les habitants et les habitantes, les propriétaires des logements. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 99 ans. Ils ont un bail de 99 ans. Donc on les met en sécurité. C'est un superbe modèle, ou c'est un produit qui est extrêmement intéressant. Donc oui, les deux premières cibles, ce sont qui ? Ou les deux premières cibles, en tout cas les deux premières, les personnes à qui nous voulons que le bail réel solidaire profite sont d'abord les locataires du parc social. C'est effectivement à eux qu'on s'adresse. Ensuite, vous préférez ça à l'accession sociale à la propriété, bien sûr, qui leur permettrait de faire une plus-value Bien sûr, parce que l'accession sociale à la propriété, qui est très intéressante, et c'est une forme d'accession sociale à la propriété, le bail réel solidaire, mais celle dont vous parlez permet, au bout de quelques années, là aussi de faire à nouveau une plus-value et d'œuvrer à la spéculation immobilière. Donc il faut faire très attention. On pense aussi au primo-accédant, ce jeune couple de Dardilly qui n'arrive pas à trouver un bien comme ses parents l'avaient eu 20 ans ou 30 ans avant. Eh bien, grâce à la maire de Dardilly, en collaboration avec la métropole, nous allons faire du bail réel solidaire et ils pourront en bénéficier. Et puis, quelques années après, quand leurs revenus auront augmenté, ils iront vers d'autres biens. Mais, et vous avez raison, vous l'avez pointé dans votre question, il faut aussi se dire que certains quartiers qui sont aujourd'hui en pleine transformation vont demain c'est peut-être dans 20 ans, évoluer. C'est vrai de Villeurbanne-Saint-Jean. C'est vrai de la Duchère, où on voit les prix qui commencent à frémir. Nous ne sommes pas aujourd'hui... Vous vendez un peu du rêve, hein, comme Gérard Collomb l'a fait pendant longtemps. Je ne vends pas du rêve. Reproché. Je dis très clairement qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une situation où il y a une tension à la Duchère sur le prix, ou comme à Villeurbanne-Saint-Jean. Mais qu'est-ce que nous ferons dans 20 ans ou dans 30 ans, quand les prix auront flambé comme dans le reste de la métropole ? Parce qu'on voit bien. On disait très bien que la Petite Guille, Grand Paris, à Vénissieux, les prix étaient très largement contenus. On disait cela aussi d'une partie dans certains quartiers de Villeurbanne. Et aujourd'hui, ça flambe. Qu'est-ce qu'on fera dans 20 ou 30 ans ? On laissera la situation à nos successeurs, comme nos prédécesseurs nous ont laissé une situation détériorée ? Non. C'est pour ça que je veux que nous travaillions le bail réel solidaire dans ces quartiers, pour avoir des prix dont on sait que dans 20 ans, 30 ans, 99 ans, ils seront toujours contenus et réservés à celles et ceux qui sont éligibles au logement social. C'est-à-dire quand même, je le rappelle, 70% de la population. Les classes populaires et les classes moyennes qui sont les grandes oubliées de nos politiques publiques nationales. Dernier mot sur cette semaine de ce congrès des logements sociaux. Vous pensez vraiment obtenir quelque chose du ministère du Logement ? Vous espérez travailler avec ce gouvernement Macron ? Alors, c'est une manière de formuler. Moi, je ne désespère jamais et je suis, depuis le début du mandat, constamment dans le dialogue, quelle que soit la couleur politique des interlocuteurs. En l'occurrence, oui, j'ai bon espoir de pouvoir travailler avec Olivier Klein. J'ai bon espoir de pouvoir le convaincre que si on ne fait rien dans cette métropole de Lyon, je parle de l'État parce que la métropole avance beaucoup, eh bien, nous prendrons le chemin de la
région parisienne, c'est-à-dire une grande zone urbaine devenue inhabitable et invivable pour ses habitantes et ses habitants. Ce n'est pas du tout le projet que nous avons pour la métropole de Lyon. Renaud Père, je vous remercie. Merci. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.